je m'en aille, il faut que je défende ma terre, parce que je ne veux pas que mes enfants soient des esclaves. Après la bataille de Belchite, après la bataille de Teruel, après la bataille de Lérida et de l'Aragon, et après la bataille de l'Ebre, dans laquelle nous avions mis toutes les forces qui nous restaient du côté de Joliquet. Et étant donné que eux, ils savaient 3 fois plus d'avions que nous, ils savaient 5 fois plus de canons que nous, ils savaient tout plus que nous, et bien ça a été, en perdant la bataille de l'Ebre, on a tout perdu. Et après on a reculé jusqu'à venir en France. Elle a été prise la veille de son départ pour le front d'Aragon. Elle a été prise certainement par crainte qu'elle ne soit tuée sur le front. En la prisión de Málaga, que estaba hecha para 700 presos y éramos 5.000 y pico. Yo tenía en la matrícula 5.090. Et donc c'est une fiche d'identité des travailleurs étrangers. Et c'était une photo qu'il devait faire viser régulièrement par la gendarmerie pour contrôler son mouvement, les endroits où il était, le localiser assez fréquemment. Mon enfance tourne ses manèges. La bande magnétique déroule une voie sans visage, comme une cigarette où seule subsiste la fumée d'un témoin principal parti depuis 5 minutes. Dans Barcelone, une grande poêle de métal noir est restée, après le repas de la défaite, avec du riz et du safran. Voie de frontière. Je te téléphone depuis une ligne qui n'existe plus. Ô vieux, ta photo, ton visage d'exil ouvert sur mes tiroirs, carte d'identité où la peur signe, sans interdit d'une rue, fleurs. Ô vieux, tes mains, ta main gauche serrée autour d'un burin bleu, saigné de ciment dans le chantier à otage. Hier j'ai lu le journal, tes yeux d'hôpital, d'accident, tes yeux de silence, avec au fond une lame d'alcool effilée comme un couteau de combat. Ô Pépé, en janvier, dans un trou de sable, à 1 mètre de la mer, au camp de concentration de Rivesaltes, j'ai bu du vin de main. Où est le camp? Qui sont ces gens qui se baignent? Mon père et mon grand-père dansant la sardane dans le salon en chantant des chansons en catalan, ça c'est... Hein. Ma mère qui est alsacienne, qui était, parce qu'elle est décédée, apprenant le catalan avec mon père. Des souvenirs, mon premier voyage en Espagne, alors que mon père avait promis qu'il ne mettrait pas les pieds en Espagne tant que Franco serait en vie, mais qui, devant la demande pressante d'une vieille tante qui voulait le revoir avant de mourir, est allé à Lleida lui dire au revoir. Et donc cette visite dans cette famille muette, cette famille très peureuse, parce que même volets clos, portes closes, on ne parlait pas de la guerre d'Espagne. Franco était là, donc le pays était dans la terreur. Même doit être d'octobre 1936, ça c'est une photo de 40 à la sortie du camp. Et ça c'est les 2 photos, même époque, hein, de ma mère. Voilà. Séparés 4 ans après? Oui, là, ils sont séparés, mais en fait, la photo, ils ont été pris ensemble. Hein. Interroger sur mes origines, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est quand à l'école, au primaire, quoi, dans les années 80, l'institut déjà me dit ça. À ce moment-là, oui, je comprends qu'il y a quelque chose d'un peu particulier du côté de mes origines. Puis le fait que même, du coup, mes copains de classe et tout s'en sont saisis. Ils avaient tous des noms bien français, Dupuis, Lafont. C'était un tout petit village et tout, donc c'est vrai que c'était un peu atypique, peut-être dans les années 80, dans des petits bleds comme ça perdus, on était très peu, quoi, de fils.
Et puis, ça m'a habité sans pouvoir trop en faire quoi que ce soit, sans pouvoir trop mettre de mots dessus, jusqu'au moment, donc ça c'est très récent, hein, jusqu'au moment où nous avons retrouvé une lettre que mon père avait écrite en 1953 sur son lit d'hôpital, puisque quand même, suite à son arrivée dans les camps, il a contracté une maladie cardiaque qui s'est révélée dans les années 50. Il a été un des premiers opérés du cœur, persuadé, puisqu'il y avait 100% d'échecs à ce moment-là, qu'il allait y passer. Il a survécu. Mais pendant le mois qu'il a passé à l'hôpital, c'était très long à l'époque, hein, quand on allait à l'hôpital, la préparation à une opération durait des semaines. Il a écrit donc un courrier qui s'appelle « Ça devait arriver » et où il s'amuse avec son destin. Il raconte un petit peu, voilà, on appelle ça la destinée, avec un peu d'humour. Et où il retrace donc son exode, son arrivée dans le camp d'Argelès, et ensuite pas mal de choses sur le camp de Neuville-Dussel, en Corrèze, puisque c'était là que se sont passés tous les faits de résistance de mon père. D'accord. Donc il était en Corrèze au moment de son Voilà, il est resté dans les camps de l'âge de 17 ans à l'âge de 22 ans. Et il a raconté tout ça. Des origines, ma famille est d'origine catalane. Mon père est né à Barcelone, et il a grandi à Barcelone. Et puis, à la suite des événements, pas exactement des événements de 36, mais avant, pendant la période surtout de 29 déjà, avec la crise économique, il est sorti de la ville et il est allé plus ou moins chercher comment survivre dans l'arrière-pays catalan. Je l'ai gardé quand même, j'ai très peu de photos, on n'avait pas de photos là dans la famille, c'est des photos prises par des voisins. Je l'ai gardé parce qu'il porte le béret comme les portent les anarchistes, ils se reconnaissaient à la façon de porter le béret. Chaque clan, chaque faction avait une façon, ça c'était la façon anarchiste, de porter le béret. Et après, ça c'est intéressant, ça vous dira peut-être rien, mais ça c'est, la date, j'arrive pas trop à la trouver, je crois que c'est 89. Il n'a jamais eu de voiture, hein. Donc je lui ai proposé de l'accompagner à la vitesse qu'il voulait sur les lieux où il s'était battu. Et on a tourné donc devant Saragosse et on a été là, on est je crois près du lieu où il y avait l'état-major de Doroti. Là il est au bord de la voie ferrée, c'était une position qu'il tenait, voilà. Et là à ce moment-là, il doit avoir près de 80 ans. L'histoire de mon grand-père et puis plus largement l'histoire de ce conflit-là et l'histoire de la guerre d'Espagne, de l'exil espagnol et tout, c'est vraiment par mon grand-père que j'en ai entendu parler. Parce qu'avec mon père, c'est pas, on en parlait encore hier, quoi. C'est pas des choses forcément que son père lui a racontées. C'est des choses qu'il a plus livrées à ses petits-enfants ou à ses enfants, mais beaucoup plus tard, quoi. En fait, il y a mon cousin qu'à mon âge, avec qui on a, c'est vrai, passé pas mal d'après-midi à s'asseoir à côté de lui, à l'écouter, raconter ce qu'il avait envie de raconter. Et puis toute une vie de combat, toute une vie de vouer un idéal, c'est ça qui me touche en fait dans son histoire et qui m'attire, quoi. Il racontait pas que des anecdotes. Il nous disait quand je faisais la guerre à Valence, c'était un pays, ça nous faisait rêver à nous, où on nous donnait le vin et où il fallait payer l'eau. Voilà. Et puis pour trouver de l'eau, ils allaient dans les toilettes des grands hôtels et dans les chasses d'eau, ils prenaient l'eau pour boire. Des anecdotes comme ça. En même temps aussi, une discussion politique régulière avec lui, permanente, puisqu'on était en relation à travers la communauté des républicains espagnols, avec l'Espagne, où j'ai toujours vécu dans l'antifranquisme. Jusqu'à faire même du travail clandestin pour l'Espagne, hein. Par moment, porter des tracts, etc., etc. Mes camarades, c'était la même chose. Je me souviens de Giron, Jacques, qui lui avait été incarcéré à Gérone, et on avait fait une campagne pour le libérer ici. C'est-à-dire nous n'avons pas eu de coupure. Tous mes amis, c'était des anarchistes, des fils d'anarchistes espagnols. D'ailleurs, notre identité, c'était réfugiés, fils de réfugiés politiques.
Mon premier rapport à cette culture, et le rapport le plus direct quand j'étais tout gamin, c'était les chansons. C'était les fins de repas où on se retrouve tous à chanter une chanson. Et moi aussi, du coup, des paroles que je connaissais par cœur, avant même de savoir vraiment ce qu'elle racontait, quelle histoire c'était. Donc c'est peut-être à part la langue et tout, qui se parlait un peu comme ça, ou les plats dont je parlais tout à l'heure, la cuisine. C'était le premier truc qui m'a marqué petit et qui m'a fait participer à cette culture-là. Mais mon grand-père était andalou, il habitait la campagne, un tout petit village à côté de Séville. Et, il était paysan sans terre, jornalero, journalier. Puis quand la guerre a éclaté en 1936, il rentrait de champ, d'un travail au champ, et il a découvert son village attaqué par les fascistes. Donc les exécutions dans l'église et tout, c'est ce qu'il raconte dès le début du spectacle et du disque. Des exécutions de fascistes et tout, donc avec son copain, ils sont partis, ils ont fui. Et ils ont rejoint dans une autre ville d'Andalousie, je crois vers Malaga, une organisation anarchiste de la CNT, qui eux étaient beaucoup plus présents en Andalousie et organisés, et qui les ont embarqués, puisqu'ils sont partis en bateau. Ils ont quitté la zone occupée, puisque l'Andalousie a été très vite occupée par les fachos. Et après, dans ce qu'il m'a raconté, j'ai des bouts épars comme ça. Je sais qu'il était au front de Jarama, je sais qu'il était à la bataille de l'Ebro aussi. Je sais qu'en 1939, après on n'a pas encore réussi, malgré tous les petits bouts qu'on a, à reconstituer vraiment un parcours exact, détaillé, tout ça. On a des bouts, on a des choses qu'il a racontées, il y a des choses qu'il ne voulait pas raconter aussi. Donc il faut faire avec pour arriver à refaire le plus. Là, Mais je sais qu'après, Jarama et El Ebro, c'est quand même deux hauts lieux de la guerre d'Espagne. Et puis il s'est retrouvé en 1939 à Barcelone. Il a fui donc devant l'arrivée des fachos. Il est passé par Pras de Molló et il s'est fait attraper par la police française. Il a confisqué son cheval, le peu de biens qu'il avait, et qu'il a envoyé au camp d'Argelès. À partir de là, son ami, avec qui il est emprisonné au camp d'Argelès, meurt au camp, il réussit à s'évader. Alors là, il y a plusieurs versions. Apparemment, il y avait une amourette avec une boulangère qui lui amenait de la nourriture et tout, qui l'aurait aidé à s'enfuir. Donc il part, il s'enfuit d'Argelès dans les années 40, je crois. Ouais, dans les années 40, il se retrouve du côté de Bordeaux à travailler dans les vignes, etc., à faire un travail de paysan pour arriver à subsister. Et là, il se fait attraper par le STO, Service du Travail Obligatoire. Il se fait amener à Bourg-en-Bresse, où il se retrouve emprisonné en attente pour partir en Allemagne. Et il s'échappe de Bourg-en-Bresse. Et il rejoint la résistance, et il combat pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Tout à l'heure, vous pourrez filmer, si vous voulez, la photo de mon père et sa carte de réfugié politique, d'apatride, de membre de l'armée populaire, et j'ai tout là, surtout. Je les ai recueillis il n'y a pas longtemps. Et moi, je suis né après, oui, je suis un enfant de l'exil. Il y a très peu de photos, en fait, de famille de l'époque de la Révolution, tout simplement parce que dans l'exil, ils ont pris soin de supprimer tous les documents qui pouvaient les compromettre. Je voulais, juste pour finir, pour donner juste un petit exemple, vous avez sorti ce livre que j'ai lu récemment, c'est une histoire qui est surtout concentrée sur un personnage clé de la Révolution espagnole, c'est Durruti. Mon père était dans les milices de Durruti, alors parce qu'il y a eu un temps où c'est des groupements plus ou moins formés, actifs, syndicaux, qui se sont armés comme ils ont pu dans les capitales comme Barcelone, et qui ont résisté au putsch. Alors après, ils se sont regroupés et Durruti était le leader. Ils sont allés sur le front d'Aragon, précisément devant Saragosse. Et là, Durruti va mourir, on ne sait pas comment, parce que lui il en discute. Mais c'était vraiment une image extrêmement importante. Et pour donner une image de ce que c'était que le romantisme, il avait une compagne française qui a réussi à le rejoindre sur la ligne de front, pour en bénéficier évidemment du fait qu'elle avait une relation privilégiée. Bien lorsqu'elle est arrivée, il m'a dit: tu peux repartir. Ici, il n'y a aucun soldat qui vit cette faveur, donc tu n'as rien à faire ici. Et ça, c'est les anarchistes, et ça va se voir après aussi dans leur conduite sociale en France. Parce que Durruti va mourir, il va y avoir un commandant donc, de la division, ça va devenir la 26e division, qui s'appelle Ricardo Sanz. Et mon père m'en parlait de Ricardo Sanz, qu'il côtoyait de temps en temps. Ricardo Sanz est resté maçon et manœuvre jusqu'à sa retraite. Et c'était un commandant de division. Mais ils avaient à cœur de prouver par leur vie ce
ce qu'était tout homme, ce que tout homme pouvait être et porter, quel que soit son statut social. Par exemple, le ministre de la Justice, García Olivet, qui était un personnage très reconnu, par exemple, Hugues Thomas, dans la guerre d'Espagne, en parle avec considération, eh bien, lorsqu'il a été en vacances d'activité, il reprenait son activité de garçon de café. Ça, c'est une chose ici qui dépasse l'entendement. Et moi, j'ai vécu donc entre ces deux représentations du monde, et parfois, ça n'a pas été facile. L'exil de mon père, de mes parents, ma mère également, évidemment, elle était exilée, hein, elle a franchi les Pyrénées à pied. L'exil de mes parents, ce sont des histoires. C'est une langue qui ne se parlait qu'à la maison. C'est une évocation extrêmement triste de la vie. Que dire d'autre? Et donc, comment dire, comme moi j'étais partagé, c'était un repli sur soi pour se protéger d'eux aussi, parce qu'il fallait se protéger d'eux, pour vivre avec les gens qui étaient ici. Mon épouse est une famille française de longue lignage, de tradition. Je l'ai connue enfant. On se connaît depuis enfance. Et qui vivait sur un autre monde. Et moi, je faisais ce que je pouvais pour essayer d'être comme eux. C'est surtout quand je suis devenu adolescent, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser par mon grand-père un peu à son histoire à lui, et par extension à l'histoire de l'Espagne à mes origines. Donc au moment où j'ai réussi un peu plus à comprendre ce que c'était la guerre d'Espagne. Celui-là, hein, dans le mot trahison, par rapport à cette histoire, il y a tout simplement, moi, mon grand-père, dans sa famille, il y avait deux camps, quoi. Une trahison, il a été vécu comme un traître dans sa famille, par rapport à certaines personnes qui se sont positionnées différemment politiquement. Il a été vécu un traître dans son pays, l'Espagne, parce qu'une fois que la guerre était perdue, ben, c'était un traître. C'était un rouge, c'était un bandit. Il a été trahi en France parce qu'en croyant arriver dans un pays de droits de l'homme, de liberté, un pays qui était dans le Front populaire, et c'est justement en plus ça qui a poussé l'Espagne à ces idéaux-là. C'est le fait de voir qu'en France, il y avait Blum, il y avait des congés payés, il y avait plein de choses qui se passaient. Ils disaient, mais nous aussi, on veut ça. Quoi. Et donc trahi parce qu'en France, ils arrivent, ils sont emprisonnés, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, enfermés. Trahi parce qu'une fois... la libération passée, malgré tout l'investissement qu'ils ont mis dans la résistance, et bien, on leur dit ben non, Franco, c'est un très bon appui anticommuniste en Europe, on n'y touche pas. Ouais, trahi à tous les niveaux. Oui. Je crois qu'il n'y a pas plus dramatique que l'histoire de la guerre d'Espagne. Parce que je suis allé à la Bourse du Travail pour la première fois, et mon père il me dit regarde, regarde, ça c'est là, il y a la poutre de la paix. La poutre de la paix. Alors moi je regardais, il y avait une poutre comme ça, comme ici. Une poutre, et je me suis dit, mince, j'étais jeune, je me suis dit, mince, les socialistes, les révolutionnaires, je me suis dit, quand même, ils ont créé une poutre pour la paix. C'est magnifique. Et je me suis dit, peut-être que toutes les maisons du socialisme, c'est ça, c'est un mouvement pour la paix. D'ailleurs, l'Internationale avait été créée, la seconde, la première aussi, ils avaient été créés pour éviter la guerre mondiale. Ils n'y sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Mais bon, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'ils se sont trompés. Oui, oui. Hein, c'est des paris sur l'impossible. Il faut vouloir l'impossible pour le rendre possible. Ouais. Et donc je regardais cette poutre et j'imaginais que le monde entier, il y avait des sections du mouvement d'émancipation qui construisaient des maisons et qui faisaient dans chaque maison une poutre pour la paix. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'au bout de la poutre, il y avait Jean Jaurès. Et que mon père voulait dire l'apôtre de la paix. L'apôtre de la paix. L'apostole de la paix. Mon père en imposait. C'est quelqu'un qui en imposait beaucoup. Il avait appris le français presque seul. Et relativement bien appris. Il pouvait tenir des conversations assez bonnes. Et là aussi, ces enfants qui venaient le week-end, qui venaient de la petite bourgeoisie ou des classes moyennes, tout ça, venaient, allaient le voir, parce que quand eux sortaient de la messe, le dimanche matin, lui ne travaillant pas, et il était dans son jardin. Et ce jardin, je trouvais qu'il était au carrefour du village. Et dans ce jardin, les lycéens, collégiens venaient parfois, 2 ou 3, et il leur parlait de Sartre, de Camus, de Tolstoï.
Donc ça lui donnait un certain poids. Hein. Et puis même quand il revenait du bâtiment, ça faisait jacasser les gens, et là peut-être que ça en disait plus que je n'en ai jamais entendu. Eh bien, il descendait du bus, il avait le costume, la cravate pas toujours, et il avait son porte-serviette avec dedans la gamelle. Et un livre. Et un livre. Voilà. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los soteros, las vegas, en paz a solas lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores, Caín es sempiterno, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Ça, c'est le camp d'Argelès. Hein. Alors, on voit clairement qu'il y a un grand nombre d'hommes, ce sont certainement des miliciens gouvernementaux. Maintenant, est-ce que ce sont vraiment des miliciens gouvernementaux? Ce n'est pas sûr, mais le journal a intérêt à les appeler miliciens et non pas soldats. Bon, parce que ça fait partie des formations qui sont moins contrôlées par les États, donc tout ce qui était rouge était mis sous les qualificatifs d'organisations qui débordent la structure des États. Mais c'est intéressant parce que là, bon, on les voit tous tenir le point levé, plus ou moins, face à l'objectif. Déjà, il y a une chose sur laquelle il faut être bien clair, c'était des camps de concentration. Comme ça. Alors, peut-être que ça fait écho chez des gens à des choses qui sont plus abominables encore, quoi. Mais il n'empêche que c'était des camps de concentration, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Enfin, je pense pas. C'était pas des camps de réfugiés, même s'il y en avait, comme au Recebedou, à côté de Toulouse, où il y avait la Croix-Rouge, il y avait un minimum de soins, de dignité pour les gens qui y étaient. La plupart de ces camps, c'était des camps où il y a eu des milliers de morts parce que les conditions étaient atroces, quoi. Il n'y a pas d'hygiène, pas de rien. Alors, l'exil, ça a été terrible. Je crois que pour mon père, ce qu'il a vécu après la frontière, c'était bien plus terrible que ce qu'il avait vécu avant, pendant les événements. Alors qu'il était au front presque tout le temps. Il était au front, il a perdu des amis, il a perdu beaucoup de choses. Il a marché pendant des heures et des heures. Il m'a appris, lui m'a appris qu'on pouvait dormir en marchant à trois. Il y en a un qui dort, il y en a deux qui portent celui qui dort et qui le soutiennent. Ils ne le portent pas, ils le soutiennent, épaule contre épaule, ils le font marcher automatiquement comme ça. Et donc, lui, ça a été terrible. D'abord, la souffrance physique. Ils sont arrivés à Puy-Sardin. C'était la 26e division en retraite. Donc c'était sa division. Il était, à ce moment-là, il avait été nommé commissaire politique pour une très courte durée. Et c'est donc lui qui a fermé l'entrée de la division. Et il se souvient très bien de l'heure, et je l'ai vu dans la presse ici, des jours, c'est vraiment à 3h de l'après-midi, le 10 février, qu'ils sont rentrés. On les a concentrés dans un pré à ciel ouvert en février, en montagne, sans rien, et sous la neige, dans le froid, comme ça. Il m'a décrit un peu des nuits dantesques où les gens faisaient brûler tout ce qu'ils pouvaient. Alors ça faisait des fumées absolument étouffantes où on ne voyait plus rien. Les chevaux mouraient de froid, avec des peu de couverture. Voilà, et puis après, on les a destinés à Montlouis, dans la forteresse. Là, ils sont restés en quelque temps, et de la forteresse, après, on les a acheminés au camp du Vernet qui a été ouvert pour eux. C'était un camp qui existait. Hein. Il avait été fait pour les prisonniers allemands en 18, mais il devait être à peu près, je ne sais plus, une formation de 8000 hommes à peu près. Et c'était un camp qui n'était pas prévu que pour quelques centaines de personnes.
Et donc ils ont vécu là. Et il me disait, les plus fortunés, c'était ceux qui avaient pu garder un couteau dans la poche. Parce que tout leur était confisqué au passage de la frontière. Pas un stylo, rien. Rien. Les montres, tout leur était pris. Par les gardes qui étaient là, les gardes frontières. Donc ceux qui avaient pu garder un stylo dans la poche, un couteau dans la poche, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils découpaient des carrés dans la terre du pré et ils construisaient un abri comme ça en tassant des carrés et en rentrant dans le trou. Bon, de mon enfance, le souvenir le plus brut, c'est mon père racontant en mettant le doigt comme ça qu'il était couché dans un trou dans le sable et qu'au petit matin, il était directement couché dans le sable et il mettait sa couverture sur le trou pour se protéger donc du froid de la nuit et qu'il l'a redressée comme ça, elle était raide de froid, avec un doigt il l'a poussée comme ça, elle était raide de froid. Dans mon âme d'enfant, ce qui m'a terrorisé, ce qui m'a marqué, c'est ça, la retirada et l'arrivée dans les camps. Oui. Ça a été vraiment ce qui, je crois, a développé chez moi ce fameux traumatisme dont je parle dans mon livre, ce traumatisme de la peur du froid, de la faim, l'inquiétude permanente, la peur du voyage, enfin toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher quand on voit les images de la plage d'Argelès de se dire mais c'est dingue que même au niveau symbolique on les ait fichus sur un endroit sans terre. Bon, les organisateurs de tout ça n'ont certainement pas fait le lien, mais néanmoins, c'est la réalité. Oui, c'est un lieu sans terre. Et d'ailleurs, les gens qui sont allés sur le sable, ils ne vous disent pas « je suis allé dans un camp de concentration ». Si, ils vont le dire quand on les interviewe. Mais quand ils vous parlent de ça, ils vous disent « j'étais sur le sable oui. ». C'est ça l'expression, quand j'étais sur le sable. Dans la cour de la Cinémathèque à Toulouse, en 2006, en juin, j'ai étendu par terre des couvertures qui étaient semblables à celles des camps de concentration d'Argelès, couvertures grises. Et puis j'ai disposé sur ces couvertures, sur 25 mètres environ, des extraits de mes textes qui s'appellent Poèmes stratégiques. Et puis j'ai planté un bâton sur lequel j'écris mes poèmes. Et puis le drapeau rouge et noir du syndicat. Et puis là, j'ai dit mes poèmes, et puis j'ai tourné le bâton à dianto, ça veut dire œillet en espéranto. Et voilà, jusqu'à ce que la mairie installe cette sculpture pour la mémoire de la résistance, notamment du réseau Sabaté, à l'intérieur de la Cinémathèque. Ensuite, j'ai fait un texte, je suis allé sur le lieu du camp de concentration de Rivesaltes. Je vais faire une manifestation avec mon vieil ami Joan Jorda, qui est un peintre toulousain, et qui est d'une autre génération que la mienne, et qui était enfant au camp de concentration. Nous avons été à la même école tous les deux, et on fait un livre qui va s'appeler Les poupées de Rivesaltes, qui va être publié à la rentrée. Où c'est un texte où je parle de... J'aurais pu le dire, ce texte, je dois l'avoir là. Ouais. C'est un texte sur le camp de concentration de Rivesaltes. Ah ouais. Et donc peut-être que je ferai une performance avec des barbelés sur lesquels je vais accrocher les poupées, en mémoire à toutes ces petites poupées qui sont passées par là. Il y avait aussi une manifestation que je compte faire dans un endroit où le camp a disparu, c'est le camp de Bram. Et ce camp a été remplacé par, mais très tôt, juste au début, ou peut-être après la guerre, là, ça a été transformé en gravière, en sablière. Et donc c'est un grand lac. Et il y a la voie de chemin de fer qui s'arrête presque à quelques centaines de mètres du lac. Et je vais remonter la voie de chemin de fer et je vais prendre au hasard des noms que je vais trouver dans l'annuaire du téléphone de Barcelone, et que je vais clouer donc chaque nom sur les planches de ces voies de chemin de fer,
puis je vais gonfler un pneumatique et je vais hisser un drapeau transparent et je vais traverser ce lieu qui est peuplé de fantômes jusqu'à la petite île qui est au centre. C'est pas loin d'ici, c'est dans l'Aude. Et puis je vais faire une paella et je vais la jeter dans l'eau pour donner à manger aux fantômes de ma famille. Voilà ce que je vais faire. Donc pour l'Espagne républicaine, en 1939, c'est la retirade et en guise d'accueil, une absence de terre où certains ont laissé leur vie. On a creusé leurs tombes, ensablés, ils ont été à jamais dans cette arène, ce néant minéral, cette absence d'humus et de vie grouillante. Ils ont été privés du droit d'être enterrés. Les âmes errantes des hommes et des femmes déracinées hurlent depuis 60 ans sur la lande marécageuse d'Argelès, comme celle des marins, envoyés par le fond, hantent le creux des vagues, à la recherche de la terre ferme. Moi, par exemple, lorsque j'ai découvert la mer pour la première fois, je raconte dans un de mes livres, j'ai voulu toucher l'eau. Je me souviens, mon père me dit, touche pas cette eau. Il me dit, ici, nous étions 2000 gardés par l'armée française, et qui nous amenait chier nos dysenteries dans la mer, et c'est la mer qui nous lavait le cul. Et donc, quand j'ai vu la mer, j'ai toujours vu cette mer, la mer Méditerranée, comme le cul de 2000 anarchistes espagnols en train de chier et de mourir dans la mer, quoi. Et quand je vais dans ces régions-là, et que je vois les gens sucer des glaces, s'amuser avec des ballons, je vois toujours les anarchistes espagnols en train de, gardés par l'armée française, en train de faire leur dysenterie dans les vagues. Hein, ils mouraient tous du scorbut. Alors on était tristes, c'est vrai. On était tristes. Moi je vois mon père toujours par terre, tordu par la douleur de son ulcère à l'estomac. Tous les Espagnols étaient opérés de l'estomac à Varsovie. Donc nous avons retrouvé cette lettre, ma mère avait 75 ans. Et elle voulait ranger un petit peu ses affaires, elle se sentait vieillir, elle a dit bon je vais trier un petit peu mon courrier. Et on a retrouvé cette lettre. Mon père lui avait dit voilà, si je meurs, tu liras ce courrier. Et si je survis, nous lirons cette lettre ensemble. Ben, dans l'euphorie de la survie, ils l'ont oubliée, cette lettre, au fond d'un tiroir. On a déménagé X fois, mais cette lettre, elle est restée dans les bagages. Et quand on l'a retrouvée, et que j'ai lu cette lettre, alors la présence de mon père était telle, en lisant le texte, j'entendais sa voix, c'était d'une présence incroyable. Bon, en plus, mon père avait appris le français, il parlait très très bien et il s'exprimait très bien. Et alors là, il a fallu que j'écrive ce bouquin parce que là, il y a eu l'urgence. Là, les liens ont commencé à se faire. J'avais lu beaucoup de choses sur les camps allemands. Et il y avait quand même des choses qui me faisaient dire que mes problèmes étaient peut-être liés à l'internement de mon père. Et de fil en aiguille, bon, tout en écrivant, je faisais mes recherches, mes lectures autour de l'univers concentrationnaire. Et c'est là que j'ai pu mettre des mots sur ce traumatisme, on pourrait dire transgénérationnel, ce traumatisme par personne interposée en définitive, puisque moi, ben, je n'ai jamais rien vécu de douloureux de cet ordre-là. Mon père, au camp de Neuwied-Dussel, était avec des Polonais et son meilleur ami était un antifasciste, un anti-nazi allemand, avec qui il a fait la résistance. Donc, effectivement, il y a aussi... bon, je crois, je me suis construite sur les valeurs qui sont transmises par mon père tout au long de ces discussions qui ont à voir avec la guerre civile, avec la retirada et avec son arrivée en France. Et mon père m'avait dit, et avant, va voir l'église. Alors, on a cherché où habitait mon grand-père d'abord. Et puis les gens disaient, ah, le fils du rouge, c'était mon père le rouge. On avait 14 ans. Et puis on est allé à l'église. Elle était toute blanche, toute belle église. Quand on est rentré, il m'a dit alors l'église, j'ai dit, va pas, elle est toute blanche, toute neuve.
Là, il m'a dit, c'est moi qui l'ai fait exploser à la dynamite avant de partir. Tu nombre no sé, nunca lo he de saber. No he hablado contigo y ya no hablaré. Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue. Solo sé que al partir se te vio sonreír otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil. El futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, padre, no llore usted. Por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir sus inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril. De escalón a Parzán, nada te hizo reblar. De trinchera en trinchera, avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más. Y por junio en las mugas pudiste llorar. Moi je suis français, j'ai grandi là, etc. Mais mes oncles et tantes, qui sont fils et filles d'un espagnol et d'une espagnole, quand ils vont en Espagne, on leur dit non, vous êtes des Français. Alors que et pour eux, c'est un vrai déchirement parce que pour eux, enfin, le drame de cette histoire, en fait, c'est que le pays que mon grand-père a quitté, il n'existe plus, il n'existera plus jamais. C'est même pas un pays vers lequel il pouvait revenir. Son pays, c'était pas l'Espagne, c'était l'Espagne républicaine. C'était pas c'était pas Franco, c'était pas le roi, c'était l'Espagne républicaine. Et ce pays n'existe plus, quoi. D'abord, l'interdit du père de passer la frontière tant que Franco était vivant, alors ça a été quelque chose de très fort. Et même après, le passage de la frontière dans ce pays que mon père quand même a idéalisé, puisqu'il a emporté dans son cœur une Barcelone de la République, une Barcelone de la guerre. Bon, et puis Barcelone, elle a continué son évolution et les gens de l'autre côté, et ben, ils ont vécu leur vie. Et c'est vrai que quand on passe la frontière, eh bien, on a un élan vers ce pays. Et puis quand on arrive là-bas, eh bien, est-ce qu'on est vraiment de là? On se tourne de l'autre côté, on regarde de l'autre côté de la frontière et on a envie de revenir dardard chez soi. Et quand on revient chez soi, on tourne de nouveau le visage de l'autre côté. Et on était tous on était élevés dans le livre. On pouvait être fils de maçon, d'électricien, tous dans le bâtiment. On était tous les premiers à l'école, évidemment. Et il fallait travailler, il fallait qu'on s'en sorte. Et puis c'était parce que c'était avec l'école qu'on pouvait s'émanciper. À l'époque, on lisait beaucoup. On lisait, on connaissait, je sais pas, on avait lu, à 18 ans, on avait déjà lu peut-être 2000 livres. Et puis le mouvement révolutionnaire est un mouvement d'émancipation. Le mouvement révolutionnaire pose toujours la question de l'être. Et donc c'est à travers le livre qu'on apprend. Mes camarades s'appelaient Solon, je me souviens, qui faisait la rue Agora, ici, rue de l'Étoile, que j'ai pas revu depuis vraiment des années, je les ai jamais plus revus. Puis à ceux qui ont créé c'était des gens que je connaissais bien, qui travaillaient avec moi, qui étaient à mon atelier de poésie, et qui avait créé le GARI, le groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Je me souviens de Marignon Ignace Torres, que j'ai jamais plus revu. Des gens magnifiques, vraiment de haute valeur morale, de grande éthique. Je n'étais pas tout à fait comme eux dans la mesure où, je ne sais pas si ça a été un bonheur ou un malheur de ma vie, j'étais ce qu'on appelle un brillant élève. Voilà. Et donc, un brillant élève, on lui fait payer sa place. C'est comme ça. Surtout si il n'a pas en plus un vernis social. Voilà. Et voilà comment j'ai vécu l'exil. J'étais exilé d'une certaine manière, mais pas comme quelqu'un qui portait l'histoire de ses parents d'une manière explicite. Non, ça non. C'était dans des conflits internes, toujours. Hein. Et donc, quand je reparle avec ma femme, toujours, elle est toujours étonnée de ne s'être pas rendue compte
de cet écart pendant que je le vivais. Parce que je faisais tout pour le cacher. Et je suis tombé par hasard, un soir de Noël, au réveillon, dans un restaurant à Toulouse qui s'appelle la Casa de Manolo. Et on était distribués sur les tables tout à fait de manière aléatoire. Et devant moi, il y a une personne qui me raconte qu'elle est comme moi, d'origine espagnole. Et familièrement, je lui dis, ben alors on va parler espagnol. Il m'a dit, je ne sais pas parler espagnol. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais on avait honte. On avait honte. L'immigration espagnole, la nôtre, c'est aussi l'histoire d'un rêve perdu. Quand je me bats aujourd'hui, je me bats... Mon espérance est toujours au présent. Elle n'est pas dans les lendemains qui chantent. Elle est dans la résistance. Parce que je crois que l'honneur d'être un être humain, c'est d'être debout et de résister. Et de témoigner par le chemin que cet être fait, de témoigner de sa présence au monde. Et afin que la société que nous voulons construire, on l'a fait en marchant. Elle n'est pas pour demain, elle est dans notre attitude permanente, je crois. Et ça, c'est la révolution perdue qui nous l'apprend. Parce que cette défaite, c'est une défaite pour le mouvement révolutionnaire, mais il y a des défaites qui sont plus grandes que les victoires des autres. Notre défaite, par exemple, est beaucoup plus grande que celle du franquisme, que la victoire du franquisme. On est plus fort dans la défaite. Donc, il faut... Spinoza disait, l'espérance est une maladie que s'inventent les hommes pour s'empêcher de vivre le présent. Spartacus a perdu, mais Spartacus a gagné. Et il y a plus de 2000 ans, hein, contre l'Empire romain, parce qu'on parle toujours de Spartacus. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ils ont fondé le mouvement spartakiste en Allemagne. Et donc, c'est peut-être ces victoires-là qui sont importantes. Alors, la collectivisation des terres, les communes, etc., eh bien, on fait ce que notre désir... On vit qu'une fois, ce que notre désir commande, et puis le désir social aussi. Et puis les révolutions, elles ne viennent pas... Elles ne se font pas tous les jours. Mais il faut être vigilant. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Mais j'aimais bien aussi, dans mes interventions, revenir toujours sur la question de aujourd'hui. Oui, j'allais y revenir. Aujourd'hui, parce que pour moi, il ne sert à rien de commémorer, de revenir sur ces événements et d'élever, d'ériger des stèles et de poser des actes de commémoration et de réhabilitation si on est incapable de les transposer aujourd'hui et maintenant sur ce que d'autres populations qui sont traitées de la même façon vivent avec évidemment leur histoire, leur culture, leur parcours. Après, l'histoire officielle, comme tu le disais, n'en fait pas état. Tout converge vers ce silence. Silence, cette amnésie, soi-disant justement fédératrice. Cette amnésie qui va permettre qu'on se sente tous frères. Bon. Et en fin de compte, non. C'est le contraire, ça divise. Ça divise. Et c'est vrai que quand, je reviens sur la question de mes amis maghrébins, quand on peut échanger sur l'exil à partir d'un support, un livre, mais ça peut être autre chose, et qu'on se trouve des points communs, ben tout de suite, le regard qu'on se porte, il est ouvert et il est prêt à... Il est bienveillant. Ouais.
et la personne va s'ouvrir à l'autre. Et on l'a vu de suite qu'il y avait des ponts entre toutes ces histoires de l'immigration. Évidemment que même s'il y a des différences de culture, de langue, de tout ce que tu veux, il y a plein de points communs dans la manière dont a été vécue l'immigration et l'exclusion. Parce que l'histoire de l'immigration, c'est avant tout l'histoire de l'exclusion, je pense, hein, quelle que soit l'origine, quoi. Donc ouais, ça me permet de mieux comprendre ça, ça me permet de prendre des positions aujourd'hui par rapport à, je sais pas, quand on parle de ce qu'on fait aux sans-papiers aujourd'hui, quand on voit ce que sont les centres de rétention des sans-papiers aujourd'hui, ça fait... Les liens, ils y sont, quoi, les ponts, ils sont évidents, quoi. Enfin, moi, ça me semble clair comme de l'eau de roche. Donc oui, ça me permet même de comprendre mieux aujourd'hui, moi, mes engagements d'aujourd'hui. Et l'Espagne, ça a été notre histoire magnifique, je trouve. Puis quel mouvement de solidarité extraordinaire avec les brigades internationales, avec, tu me parlais de ce camarade italien, mais il y avait le Barsoni, qui était roumain, qui était le médecin des pauvres à Madrid. C'était un type merveilleux. Et ça, c'était vraiment un désespoir de l'humanité. Il y en a d'autres. Faut pas. Alors pourquoi moi, je n'ai pas commémoré? Pourquoi on ne m'a pas appelé pour les commémorations? Et parce que la commémoration de la guerre d'Espagne, pour moi, c'est Marcos, dans le Chiapas. Ce sont des commémorations permanentes que nous faisons. Je crois que tout ce qui vient du côté anglo-saxon a pris le pas. C'est-à-dire tout ce qui est pragmatique. Et donc, on voit bien ce qui marche, quoi, aujourd'hui. Et puis, en laissant l'écriture des choses et de l'histoire au ressort de la personne, à l'individualisme. Et donc, de là, il y a une évacuation de la responsabilité collective. Il n'y a qu'à voir comment on parle de l'histoire, par exemple, des peuples autres que l'Espagne. L'histoire qui se fait, par exemple, sur l'État des États-Unis d'Amérique, le passé, tout ça, même s'il y a des mises au point qui se font, ça fait rien. Ce qui compte, c'est ce que la machine produit chaque jour. Et la machine, elle produit des discours, elle produit des histoires auxquelles les gens se réfèrent. Et je pense que dans la fabrication des images, dans les représentations, il pouvait y avoir, jusqu'à un certain moment, il a pu y avoir des coagulations qui se sont faites avec des populations physiquement proches, que ce soit au niveau de la famille, du village, peut-être un peu plus étendu. Maintenant, les gens sont distribués, sont, entre guillemets, pulvérisés sur des tas de trucs. Mais le tout est chapeauté, tout ça est chapeauté par, une structure qui valorise certains axes. C'est les axes de l'accomplissement, de la réussite, de la beauté du corps, du dépassement de la personne, de tout ce que vous voulez de cet ordre-là, du statut, du fric, tout ce que vous voulez. Et donc, les gens, ils sont complètement suspendus à ça. Je crois qu'on ne peut plus, c'est très difficile. D'ailleurs, on le voit bien, tous les mouvements syndicaux, la difficulté qu'ils ont à se soutenir. Et chacun a son petit éclairage, et tous ces éclairages vont amener à quelque chose, à reconstituer l'histoire à travers les mémoires, les différentes mémoires, les différents vécus ressentis des personnes. Mais je crois que les gens ont une mémoire et qu'on a voulu trop, les gens ensemble, je parle des gens collectivement, qu'on a voulu trop, dans tout un mouvement intellectuel qui s'est développé après 68, privilégier l'individu, sa naissance, sa formation, etc. Et qu'on a un peu oublié ce qui reste dans le substrat collectif. D'ailleurs, il y a un livre assez curieux, qui est une réponse à des événements qui se sont passés très récemment sur l'affaire Charlie, que je lisais de Todd, qui dit cet argument que je n'avais jamais entendu dire, et dit que finalement c'est les territoires qui forment les individus. C'est-à-dire que sur un territoire peuvent converger des gens qui sont d'origine extrêmement diverses, mais que les grosses manifestations, les grosses déclarations, les grands événements, à terme, n'ont pas beaucoup de répercussions. Et que par contre, les menus gestes du quotidien, les petits faits, les petites choses multiples, à long terme ont beaucoup d'effets. Et par là, il explique que finalement, c'est dans le territoire que se constitue un peu le génie d'un peuple. Et je pense que sur le territoire espagnol, il y a des choses qui restent là. Il n'y a pas que les fosses communes. Il y a des manifestations de résistance, il y a toutes ces petites choses du quotidien, il y a même une certaine façon de parler, tout simplement. Même dans le rythme de la langue, il y a des choses qui font qu'on trouve le caractère un peu d'une population. Moi je crois, je ne sais pas, mais
Et puis il faut croire, parce que c'est tellement désespérant si on n'y croit plus. Je ne veux pas m'enfermer dans ce combat de mise en mots, de retour, de lever le silence sur l'histoire de l'Espagne, que ce soit les charniers, que ce soit la guérilla entre 45 et 61, que ce soit la résistance en France des Espagnols, que ce soit les camps de concentration. Je ne veux pas travailler sur ce terrain-là si je ne peux pas dire haut et fort que tout ce qui concerne l'immigration actuellement m'est insupportable dans ce qu'elle a d'exclusion, dans ce qu'elle a de mépris des personnes. Bon, moi je donne toujours un seul exemple, le camp de Rivesaltes, qui après avoir été un camp de réfugiés espagnols, un camp d'enfants juifs envoyés à Auschwitz, un camp de harkis, et maintenant un centre de rétention. Donc, là, on a un raccourci fulgurant de ce qui se passe quand on voit arriver des étrangers. Eh bien, on les parque, et si possible, on les renvoie à la frontière. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a raison, et qu'il faut repartir à la conquête de l'émancipation sociale par l'éducation, par la littérature, par les discussions, par la philosophie, par l'histoire, par les humanités. D'ailleurs, on voit très bien que l'ennemi de classe, il fait tout pour empêcher le peuple de s'éduquer, avec la télévision, par exemple, qui est une télévision tordue, hein, avec les gens qui ne peuvent pas lire, etc., etc. Une école qui va être privatisée. Donc les valeurs de la Révolution espagnole, ce sont toujours pour moi des valeurs actuelles, complètement actuelles. Comment commémorer une histoire d'amour, hein? On ne la commémore pas, elle finit en général, l'histoire d'amour. La relation entre l'homme et la société, c'est la même histoire. Avec la Révolution, on a aimé un homme, on a aimé une femme, hein? Et puis ça s'arrête, et puis voilà. Qu'est-ce que pour être un révolutionnaire, il faut être désespéré. Hein? Notre espérance ne se fonde que sur notre désespoir. Parce qu'on sait qu'au fond de notre poche, il faut toujours porter une pierre qui pèse plus que nous-mêmes. Et quand on va arriver en haut de la montagne, c'est cette fameuse pierre de Sisyphe. Elle va tomber, il faut aller la ramasser et la remonter. C'est ça un révolutionnaire. La pierre tombe, il faut la ramasser. Il ne faut pas jamais croire que la pierre va rester immobile en haut de la montagne. C'est pour ça que nous sommes dans un combat permanent. C'est ce que m'a appris la Révolution espagnole. D'une part, il faut bien que ce soit la population concernée par cette histoire qui se la réapproprie et qui dénonce et qui pousse son cri. On ne peut pas le faire à la place des autres parce que de toute façon ça ne marche pas. Hein. Il y a ce grand moment où les langues vont se délier. Mais on a toujours l'impression que les langues se délient sur quelque chose qui est derrière nous, pendant que devant nous, une autre histoire dramatique est en train de se jouer. Et là, j'ai pas de réponse. Santa Barbara bendita, lai 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 lai. Santa Barbara bendita, lai 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 lai. Patrona de los mineros, mira, mira Marusilla, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusilla, mira, mira cómo vengo yo. Tengo la camisa roja, lai 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 lai. Tengo la camisa roja, lai 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 lai. Del sangre de un compañero, mira, mira Marusilla, mira, mira cómo vengo yo. Del sangre de un compañero,
Del sangre de un compañero, mira, mira Malusiña, mira, mira cómo vengo yo. Del sangre de un compañero.